Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et c'est la 25e émission de Si on parlait de sport. Bonjour Audrey Vidotto, bonjour Pauline Gaston-Conduite et bonjour Christian Laotian. Merci pour votre fidélité dans cette aventure sportive que nous vivons depuis 6 mois. C'est un vrai plaisir de partager l'antenne et ces temps forts du sport avec vous. Et je n'oublie pas de faire un petit clin d'œil à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne qui nous ont fait confiance et nous accompagnent au quotidien. Nous sommes très heureux de vous accueillir, chères auditrices et chers auditeurs, un peu plus nombreux chaque semaine et de constater votre fidélité à chaque diffusion. Pour cette 25e émission, nous accueillons Carole Ferriou, membre du comité directeur de la Fédération française de tir à l'arc, ex-sportive de haut niveau, 4 fois championne du monde de tir à l'arc en campagne, et Vincent Denez, trésorier général du comité régional de tir à l'arc d'Occitanie et président fondateur du Balma Arc Club. Thierry Facerias, président de la Ligue Occitanie de sport de glace, et bonjour à tous les trois. Que vous soyez plutôt Robin Desbois ou Indien, cette émission est pour tous ceux qui un jour ont tenu un arc et des flèches et ont essayé d'atteindre des cibles. Pas évident. Notre championne de tir à l'arc nous expliquera comment faire. Et en deuxième mi-temps, chaussez vos patins à glace et rendez-vous sur la patinoire à la découverte des sports de glace, du patinage artistique au patinage de vitesse et short track en passant par le bobsleigh, la luge, le skeleton pour en finir avec le curling. L'éventail est très large pour les sports de glace, mais au final, le point commun, c'est que ça glisse. Et ça, c'est une vraie passion, comme nous le confirmera notre spécialiste des sports de glace. Mais avant ce coup d'envoi de la 25e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match ? Les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline et Laurent. Oui, on va débuter avec le tennis et la Coupe Davis où Jannik Sinner offre à l'Italie sa deuxième Coupe Davis, 47 ans après la première. L'Italien a battu sans suspense l'Australien Alex de Minaur 6-3, 6-0 dans le deuxième simple de la finale. Et on va passer à la moto, Pauline. Et c'était le Grand Prix du Qatar, dernier Grand Prix de la saison, avec le champion du monde pour la deuxième saison d'affilée, l'Italien Francesco Bagnaia, a remporté le Grand Prix de Valence, dernière course de la saison, je disais, devant le Français Johan Zarco, qui fait une très belle deuxième place, et Brad Linder. L'autre Français, Fabio Quartararo, termine quant à lui à la 11e place. Retour au paddock et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison. On va passer cette fois à l'Auto Formule 1, Grand Prix de Las Vegas. Parti en pole position, Max Verstappen a obtenu une nouvelle victoire à Abu Dhabi, sa 19e en 22 Grands Prix cette saison. Le pilote Red Bull a devancé Charles Leclerc pour Ferrari et George Russell qui a permis à Mercedes d'assurer la deuxième place du championnat constructeur. Le Français Pierre Gasly s'est finalement classé 13e juste derrière son coéquipier Esteban Ocon. Et en Formule 2, le jeune Français de 20 ans Théo Pourchaire est devenu champion du monde devant le Danois Frédéric Vesti. Le pilote est le premier Français à remporter le titre de Formule 2 sous sa forme actuelle, soit depuis 2017. Et on va changer de secteur avec l'équitation. Super Grand Prix de Prague. Julien Epaillard, premier cavalier français à remporter cette prestigieuse épreuve qui réunissait les 16 vainqueurs des étapes du Longines Global Champion Tour de la saison. Et en tir et les finales des Coupes du Monde, le Français de 22 ans, Lucas Chris, médaille d'or de l'épreuve carabine 50 mètres, 3 positions. Genou couché debout en finale de la Coupe du Monde. C'était à la fois sa première participation à cette épreuve qui rassemble le gratin de la discipline en fin de saison et sa première médaille individuelle chez les seniors. Donc on est arrivé en hiver, Pauline, donc on attaque la saison du ski et on avait le ski de fond avec la Coupe du Monde à Ruka en Finlande. Première épreuve de la Coupe du Monde 2023-2024 et le Français Richard Jouve a terminé à la deuxième place du sprint classique derrière le Norvégien Erik Valnes. Après le ski de fond, le ski freestyle, Coupe du Monde à Stubia en Autriche, un 18e podium en Coupe du Monde pour fêter ses 22 ans. La Française Tess Ledeux a fêté son anniversaire en lançant sa saison de slopestyle avec une deuxième place. Toujours en ski, mais cette fois le biathlon, Coupe du Monde à Östersund en Suède. Le quatuor composé de Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Justine Brézaboucher et de Lou Jean Monod a offert à la France sa première victoire en relais mixte dès l'ouverture de la saison.
je le rappelle, à Östersund en Suède, devant la Norvège. Julia Simon et Fabien Claude ont terminé 3e du relais mixte simple. Et donc on passe un peu au sport collectif avec le basket et on avait l'Euroleague femmes. Première victoire de la saison pour l'Asvel féminin face aux Polonaises de Lublin, 73-72. Dans le duel franco-français, Villeneuve d'Ascq s'est imposé devant le Basketland 74-61. En Eurocoupe femmes, donc l'AT Montpellier concède sa première défaite en Eurocoupe féminine face au Germnica Bizakia, 6-66-67. On passe chez les hommes en Euroleague. Au terme d'une rencontre indécise jusqu'au bout, l'Asvel a fini par s'incliner après 2 prolongations face au Bayern de Munich, 101-100. Monaco de son côté se relance au bout du suspense à Vitoria en s'imposant 77-75 et recolle au top 4 de l'Euroleague. En Eurocoupe pour finir en basket, la 8e journée de l'Eurocoupe, le Paris Basketball s'est incliné contre Beşiktaş 63-68. Bourg-en-Bresse s'impose devant Turk Télécom Ankara 86-67. Passons au handball avec le tournoi de France. L'équipe de France féminine s'est largement imposée face au Sénégal, 32-19 pour son premier match du tournoi de France. Dans leur second match, les Bleus ont largement dominé la Corée du Sud, 36-19 ce dimanche, et remportent le tournoi de France. En Ligue des champions hommes, vainqueur de Porto il y a 8 jours, Montpellier a récidivé face aux Portugais chez eux, 25-29. Le PSG concède le nul à domicile contre Kolstad, 28-28. Et en Liquids Moly-Star League, Toulouse a mis fin à une série de 7 victoires de rang à Dunkerque, 33-32, lors de la 11e journée de championnat. On change de ballon et on va passer au volleyball avec le Marmara Spike-Like. Toulouse prend le dessus sur Tourcoing 3-7-1. Montpellier a enregistré un 6e succès à Nice 3-7-0. 7 a également écourté sa présence sur le parquet de Saint-Jean-d'Iliac 3-7-0. 3e victoire de rang pour Saint-Nazaire 3-0 qui recevait Narbonne, dernier du classement et en attente de son premier succès de cette saison. En football féminin et la Ligue des champions féminines, le Paris FC a logiquement chuté à Stamford Bridge devant Chelsea 1-4. Le PSG s'est lui aussi incliné, mais à domicile face au Bayern de Munich, 0-1. Et Lyon l'a emporté sans difficulté face aux Autrichiennes de Saint-Polten, 2-0. Toujours en football, mais chez les hommes, cette fois-ci, en qualification de l'Euro 2024, déjà qualifié pour l'Euro et assuré d'être en tête de cette série après 7 succès en 7 matchs, l'équipe de France a dû se contenter d'un nul en Grèce 2-2 pour le dernier match des qualifications mardi soir. On pourrait revenir sur son dernier but qui nous a été refusé, mais ça, c'est un autre sujet. Ligue 1, toujours aussi solide défensivement, Nice l'emporte contre Toulouse, 1-0. Brest s'est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier, 3-1. Et Laurent, on va terminer avec le rugby et le top 14 où Toulon corrige un Castres indiscipliné, 41-19. Bordeaux-Bègles, porté par Penaud, s'est largement imposé contre Perpignan, 46-22. Montpellier est tombé pour la 7e fois de la saison face à Oyonnax, 21-26. Et Toulouse-Brouillon décroche in extremis le bonus offensif contre Clermont, 31-10. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Carole Ferriou, membre du comité directeur de la Fédération française de tir à l'arc, ex-sportive de haut niveau, 4 fois championne du monde de tir à l'arc en campagne, Vincent Denez, trésorier général du comité régional de tir à l'arc d'Occitanie, et Thierry Facerias, président de la Ligue d'Occitanie de sport de glace. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Carole Ferriou, membre du comité directeur de la Fédération française de tir à l'arc, ex-sportive de haut niveau, 4 fois championne du monde de tir à l'arc en campagne, et Vincent Denez, trésorier général du comité régional de tir à l'arc d'Occitanie. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, comme nous l'avons dit dans le lancement de l'émission, la question lorsque l'on parle de tir à l'arc est de savoir si on est plutôt Robin des Bois ou indien. Spontanément, on se replonge dans ces histoires qu'évoque le tir à l'arc. Carole, toi, en fait, tu es 4 fois championne du monde de tir à l'arc en campagne, 2 fois médaillée d'or aux Jeux mondiaux, vainqueur des Jeux méditerranéens, 15 titres de championne de France et tu cumules un nombre impressionnant de médailles dans divers championnats internationaux. Alors, Robin des Bois ou indienne? Alors moi, ni l'un ni l'autre, je dirais plutôt Hunger Games. Voilà, tout simplement, parce que voilà, j'aime les défis, la compétition, et c'est vrai que c'est peut-être plus actuel, plus moderne. Donc moi, je serais plus dans ce style-là. Ouais, ok, super. Même question pour toi, Vincent. J'ai lu que tu es le président du club de tir à l'arc de Balma depuis 2008 et que ta passion pour le tir à l'arc t'a conduit plus dans l'organisation, l'animation et l'arbitrage. Alors, même question, Robin des Bois ou indien? Il me ressort pas Hunger Games.
Non, peut-être plus Robin des Bois, effectivement, oui. Non, mais c'est sûr que l'image Robin des Bois, c'est le tir à l'arc pour beaucoup. Donc, c'est un petit peu cette idée qu'on a spontanément quand on parle de tir à l'arc. On pense à ça ou on pense aux Annières. C'est le petit clin d'œil qu'on voulait faire sur la discipline qu'on ne connaît pas, ni Audrey ni moi. Et donc, on attend que vous nous expliquiez tout ça tous les deux. Alors, merci pour vos réponses. Donc, sincères, on a bien compris. Désormais, on va faire attention quand on va se promener dans les bois. J'ai bien compris aussi, on a ici une championne du monde, on fait gaffe. Plus sérieusement, j'aimerais vraiment que vous me parliez du tir à l'arc, de ses multiples disciplines et des différents matériels. Parce que là, il y a des tonnes de trucs, j'ai vérifié, c'est insupportable. Fini donc les morceaux de bois, on est bien d'accord, Vincent. On récupère plus, comme on faisait à l'époque, un bout de ficelle. Et aujourd'hui, c'est une autre mécanique. Est-ce que tu peux m'expliquer ou présenter ces différences en type matériel et puis différentes disciplines? Alors, les différentes disciplines au sein de la Fédération française de tir à l'arc, il y a le tir sur cible, le tir extérieur à 70 mètres, donc qui est la discipline pratiquée aux Jeux Olympiques, le tir nature, le tir 3D, le tir campagne et le run archery, toute nouvelle discipline qui intègre la fédération. Donc, Depuis, toi, tu t'en occupes pas mal spécialement, je crois. Voilà, donc effectivement, au sein du club de Balma, on essaye de développer cette nouvelle discipline. Alors, attends, tu vas me redire le nom et tu vas nous expliquer. J'allais intervenir là. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux chaque fois nous donner les noms et les différences entre peut-être chaque discipline? Alors le tir en salle, donc à 18 mètres, un tir sur la saison hivernale plutôt, entre le mois de septembre et le mois de mars. Le tir extérieur, donc à 70 mètres sur des stades. Le tir campagne, donc sur des blasons. C'est des disciplines de parcours en fait. Le tir en campagne, c'est une discipline de parcours un peu comme un parcours de golf qui se tire entre 10 mètres et 60 mètres. La particularité, tout comme le tir en campagne et le tir 3D dont on a parlé ou le tir nature, c'est en fait une discipline où les archers partent par groupe de 2, 3, 4, plus souvent 4. Et en fait, ils font un parcours comme le parcours de golf, c'est-à-dire qu'on a 24 cibles à tirer ou 21 en fonction de la discipline. Et le but du jeu, en fait, c'est de s'adapter au terrain. Vous allez tirer une cible qui est en montée, en descente, éclairée, pas éclairée, par-dessus un plan d'eau, en dévers. Donc, il faut vraiment s'adapter au terrain, coller au terrain. Et l'autre difficulté, c'est que quand vous êtes sur un tir à 70 mètres, qui est la discipline olympique, ce que vous voyez aux Jeux Olympiques avec les cibles anglaises de couleur, là, en fait, on ne connaît pas la distance. C'est-à-dire que vous savez que vous tirez entre 10 et 50, 55, 60 en fonction de la discipline, mais à combien exactement? Donc surprise. Voilà, donc vous pouvez être champion du monde à l'entraînement sur un terrain plat. Si vous ne savez pas à quelle distance vous êtes, vous allez passer les flèches au-dessus ou en dessous. Donc il y a un gros travail aussi d'évaluation des distances. Voilà, ça c'est vraiment je dirais les deux grosses différences entre les disciplines de parcours et les disciplines olympiques ou de tir en salle. Super. Alors, ouais, tu disais tout à l'heure run archery et j'ai vu noter vite fait. Non, run archery, il n'a pas encore dit. Si, tu l'as dit. Non, j'en ai juste parlé, mais je n'ai pas expliqué. Ouais, voilà, c'est quoi. Et il y avait ski arc aussi. J'ai trouvé ça drôle. Alors, est-ce que ça existe? Enfin, voilà. Alors, le ski arc, je ne veux pas trop en parler. Moi, je ne connais pas trop. Ça existe. Enfin, je veux dire, c'est pas officiel. Il n'y a pas de compétition internationale. En loisir, oui, il y a des compétitions qui existent, mais c'est vraiment du loisir. Par contre, le run archery prend vraiment de l'ampleur. Et là, Vincent peut vous en parler, ce qu'il en organise. Voilà, c'est l'équivalent d'un biathlon. Et donc, on court et on tire à l'arc. Au lieu le biathlon, c'est la course et le tir à la carabine. Là, c'est une course. Ce sont des boucles de 1 km de course et des tirs à 18 mètres. Donc, il y a 4 boucles de course et 3 tirs à 18 mètres. Donc, ça, c'est la boucle, le run archery long, on appelle ça. Et après, il y a des boucles un peu plus courtes sur 400 mètres. Voilà, donc c'est l'association du tir à l'arc et de la course. D'accord, donc ça, on vient de voir rapidement les différentes disciplines. Maintenant, l'interrogation, c'est le type de matériel, parce qu'on n'est plus avec le bout de bois et le bout de ficelle, j'imagine. Et j'ai vu qu'il y a des trucs avec des poulies dans tous les sens. Enfin, voilà, un petit peu plus de détails, ça serait sympa, parce que là... Il y a 3 armes, en fait. On va classer en 3 armes. La première, celle que tout le monde connaît, que vous voyez le plus entre guillemets régulièrement, c'est l'arc classique, l'arc olympique qu'on voit aux Jeux Olympiques. Donc un arc plutôt droit avec des stabilisateurs, un viseur. Vous tirez avec les doigts directement sur la corde protégée par ce qu'on appelle une palette, mais vous avez les doigts en contact sur la corde. Aucune aide mécanique, quelle qu'elle soit, sur l'arc. Et ensuite, vous avez, donc ça c'est tir olympique. On peut l'utiliser aux Jeux Olympiques. Ensuite, vous avez l'arc à poulie, ou l'arc compound, on appelle ça aussi. En fait, c'est un arc beaucoup plus court, avec une puissance démultipliée. Vous n'avez plus les doigts en contact directement sur la corde, mais vous avez ce qu'on appelle un décocheur qu'on met dans la main. Vous l'accrochez sur la corde. Et ensuite, vous avez un double système de visée, une petite visette qui est sur la corde que vous alignez avec l'œil, et un viseur sur l'arc, mais pas comme l'arc classique, un viseur, je dirais un rond avec un point au milieu. C'est un gros rond,
avec un point au milieu, mais qui fait loop. Donc ça, en fait, ça vous grossit la cible. Et c'est des arcs qui sont en général plus précis, plus puissants, mais qui sont, c'est quand une fois que vous avez passé le pic, ce qu'on appelle le pic, c'est en fait de tirer sur la corde. Il y a un pic de grosse puissance à passer, et ensuite c'est démultiplié grâce aux poulies. Et là, vous avez beaucoup moins de puissance dans les bras en fait à tirer. Et cette double visée, ce décocheur permet de faire moins d'erreurs, je dirais. Mais attention, parce que à haut niveau, autant en arc classique, on peut se permettre de faire un 9 sur 10 de temps en temps. En arc à poulie, quand vous faites un 9, c'est plus compliqué à rattraper. Donc il y a plus de précision, mais le niveau est aussi plus haut. Et eux tirent sur une discipline entre guillemets olympique, sur ce qu'on appelle le tir FITA ou le TAE. Ils tirent à 50 mètres sur des blasons, donc des cibles de 80 cm. La cible est divisée en 10 zones, donc le centre fait 8 cm. Et nous, je dirais nous, parce que moi je suis plus considérée comme tir olympique et tir classique, on tire à 70 mètres sur des cibles qui font 122 cm. Donc le centre fait 12 cm. Pour vous donner un ordre d'idée, 12 cm c'est un CD. Alors je sais que c'est peut-être un petit peu has-been le CD, mais ça nous parle. Et tu parles pas du 33 tours. Voilà, donc voilà, le CD à 70 mètres pour les arcs classiques, et pour les arcs à poulie à 50 mètres, c'est plutôt la taille d'une orange. D'accord. Voilà, une petite orange. Et la troisième arme qui existe, c'est ce qu'on appelle l'arc nu. Alors on va pas rentrer dans les différents types d'arc nu, s'il y en a plusieurs, mais l'arc nu, là vous avez un arc, comme on l'indique, sans rien dessus, pas de stabilisateur, pas de viseur, rien en fait qui vous aide à la visée. Bon, après il y a des petites astuces bien sûr, mais pareil, vous avez les doigts directement sur la corde. Là on tire un petit peu moins loin, et c'est souvent utilisé à 90% du temps sur les disciplines de parcours. Voilà, c'est vraiment les 3 types d'armes qu'on utilise au niveau international, national et régional. Alors tout ça donne des compétitions. Oui. Un petit point sur l'actualité compétition. Sûrement choisir un arc c'est pas évident, mais où est-ce qu'on en est au niveau des compétitions du tir à l'arc actuellement? Moi je voudrais vous parler plutôt au niveau international et national. On a eu en août dernier, depuis 2 ans en fait, évidemment avec Paris 2024 où on va organiser les Jeux Olympiques, le tir à l'arc sera sur les Invalides. Donc en fait on a fait une répétition sur le terrain des Invalides. Donc l'année dernière c'était pas possible, on était au château de Vincennes, et en fait cette répétition, ça fait 2 ans qu'on l'a fait. Les qualifications se passent à Charletti, tir à 70 mètres pour les arcs classiques. Les arcs à poulie étaient là aussi parce que c'était une Coupe du Monde, donc tout le monde a pu participer à cet événement. Et là cette année ça a vraiment été le test event, ce qu'on appelle le test event JO, sur les Invalides à 70 mètres. Et on a eu la chance d'avoir Lisa Barbelin qui nous a fait une médaille d'argent, donc il y a vraiment une super ambiance. Et pour la petite histoire, c'est régi tout ça par Sébastien Flute, ancien champion olympique 92, avec qui on avait coécrit un livre à l'époque. Donc c'est super parce que c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc ça c'est vraiment pour l'actualité internationale. Après Vincent, plus au niveau de la région, il se passe des choses. On a eu en septembre un championnat de France de tir en campagne qui s'est passé avec le club de l'Union, sur le domaine de Gragnag. Et donc ça aussi c'est des manifestations qui sont quand même organisées sur le territoire. Il y en a une à venir, donc à Montgiscard, un championnat de France de tir nature cette fois-ci, qui aura lieu au mois de mai 2024. Et au niveau développement du tir à l'arc du coup dans la région, quels sont les axes envisagés, ou comment est structuré aussi le tir à l'arc en région Occitanie? Déjà au niveau national, juste pour parler du niveau national, on est à 75 000 licenciés. La Fédération française de tir à l'arc est quand même une grosse fédération par le nom, 75 000 licenciés, avec 65% d'hommes et à peu près 35% de femmes. Donc bon, c'est un tiers de tiers en région Occitanie, je crois que c'est la même chose. C'est ça, c'est le même ratio, oui. 65% d'hommes, 35% de femmes, 6200 licenciés, 125 clubs et 40% de jeunes. Ok, c'est plutôt encourageant. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisé et structuré globalement le tir à l'arc en région Occitanie? Alors, au niveau des axes de développement du tir à l'arc, que ce soit en Occitanie, j'irai au niveau national parce que c'est un petit peu les mêmes axes de développement. On part sur... alors moi, je suis enseignante en éducation physique et sportive, donc c'est vrai que le sport scolaire et le tir à l'arc en milieu scolaire m'intéressent beaucoup. Donc, j'ai une association sportive de tir à l'arc au sein du collège de Pêche-Beaunieu. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je suis très basée sur le goût de l'effort, la compétition, le défi, le travail en équipe, etc., etc. Donc au niveau scolaire, il y a des plans de développement auxquels je participe. Ensuite, tout ce qui est le tir à l'arc au féminin.
moi d'hier, c'est vraiment très 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 récent, d'un séminaire en fait organisé avec le comité régional de tir à l'arc d'Occitanie. C'était à Sète et en fait le but c'était de faire parler du tir à l'arc au féminin, de se retrouver entre femmes pour des femmes dirigeantes, des femmes sportives, des femmes sur la préparation physique, les freins et les contraintes et les solutions, ou s'il y avait des solutions pour que les femmes puissent pratiquer un petit peu plus le tir à l'arc. Et donc ce séminaire s'appelait Résolument féminin. Donc c'est ça fait partie des axes. J'ai participé récemment aussi à Dialogue Sport, un événement basé sur le sport au féminin dans la région, je dirais en global du sport au féminin dans la région. Et ensuite vous avez aussi tout ce qui est le tir à l'arc, l'handisport. Et là Vincent, je pense que tu peux plus en parler puisque dans ton club tu as des archers qui ont un handicap et qui font du tir à l'arc aussi. Voilà, c'est vrai qu'au sein du club on a une section handisport, donc on fait pratiquer les archères en fonction de leur handicap. Donc par rapport à ça, on a une archère qui est dans le collectif paralympique pour les Jeux de Paris. Après en fait la fédération, il y avait 2 fédérations avant. Il y avait la fédération handisport d'un côté et la fédération de tir à l'arc. Et là aujourd'hui en fait, au sein de notre fédération de tir à l'arc, il y a un pôle handisport en fait. Ils sont rattachés à notre fédération. Donc les entraîneurs, ça descend vraiment dans les régions, dans les clubs. Il y a des comme disait Vincent, un collectif pour l'handisport et ils participent aux mêmes événements que nous. C'est ça qui est assez sympa en tir à l'arc, c'est que sur votre cible, que ce soit en tir en salle ou en tir olympique, vous pouvez tirer avec un jeune ou moins jeune, peu importe, en fauteuil ou qui a un handicap moteur ou physique ou qui a un problème de vue. Ça c'est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'on est mélangés et il n'y a pas du tout de ségrégation entre les deux. Ouais, super. Et donc du coup, quel conseil donneriez-vous à des personnes qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas encore pratiquer ? Je crois que là, on est à l'heure actuelle sur tout ce qui est réseau, communication. Déjà, c'est tous les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux de la fédération, les sites de la fédération. Le site de la fédération est pas trop mal fait parce que c'est vrai qu'il y a... en fait, vous avez un onglet club avec... en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez la liste des clubs avec une carte interactive qui vous permet, en fait, en fonction de là où vous vous situez, de dire, voilà, moi j'habite Toulouse, j'aimerais faire du tir à l'arc, j'habite au nord de Toulouse, qu'est-ce que j'ai comme club au nord de Toulouse ? Je clique et là, vous avez directement les coordonnées, quelle discipline le club fait, parce que si vous avez entendu parler des parcours, vous pouvez aussi choisir votre club en fonction des disciplines pratiquées, même si en général on fait de tout, mais il y a quand même des clubs un petit peu plus spécialisés ou avec une appétence sur les parcours ou le tir olympique ou le tir en salle. Et ensuite, le tir à l'arc se pratique beaucoup dans tout ce qui est centre de loisirs, les foires, les foires expo, tout ce qu'il y a sur le sport. En fait, on essaie vraiment d'introduire et de rentrer dans ces événements pour faire connaître notre discipline. C'est très facile d'accès parce que le matériel est adapté. Vous avez un petit de 5 ans ou quelqu'un de 77 ans, on lui dit de 7 à 77 ans, vous pouvez faire du tir à l'arc parce qu'on peut adapter les distances et le matériel. Qu'est-ce qui vous, Carole et Vincent, vous ont donné cette passion de pratiquer le tir à l'arc et d'en faire... Moi, j'y suis tombé avec une copine à l'époque qui a 25 ans. On a voulu faire un sport ensemble et on a voulu faire du tir à l'arc. Étant jeune, j'ai fabriqué, comme pas mal de gens, je pense, un arc en bois avec des flèches, des petites plumes à droite à gauche. Et voilà, ça m'a toujours plu et je suis rentré au club de Balma. J'y suis toujours, 25 ans après. Alors moi c'est mon côté Hunger Game, je vous le disais tout à l'heure. En fait moi j'avais mon père donc faisait du tir à l'arc et mais il avait déjà fait un championnat de France assez jeune. Il était président du club de Blois puisque je suis originaire de Blois dans le Loir-et-Cher. Et en fait moi je dis mais je veux faire du tir à l'arc, J'avais je sais pas 4-5 ans et donc il y avait pas de matériel à l'époque adapté. Il m'avait acheté un petit arc avec des flèches ventouses et j'en collais partout dans la maison. Mais quand je vous dis partout sur des lampes, il y en avait un petit peu partout. Et donc là, mes parents disent bon, on n'en peut plus, donc on va l'emmener au club. Et donc j'ai pris ma première licence, j'avais 6 ans. Et j'ai toujours eu une licence en tir à l'arc depuis et ça fait un certain temps maintenant. Puisque comme dans le milieu du tir à l'arc, on dit que j'ai une licence à 0 et ça veut dire que ça fait très longtemps. Et t'as plus de ventouses maintenant dans tes flèches, non ? Non, mais par contre, quand on fait de l'initiation et quand on a des petits, on fait avec des flèches justement ventouses pour la sécurité, pour éviter justement que ça devienne dangereux ou quand on a un petit peu de monde, hop, on sort les petits arcs flèches ventouses et c'est quand même très sécure. Bon, en tout cas, merci beaucoup
beaucoup pour votre présentation générale du tir à l'arc. Merci pour cette passion aussi que vous avez essayé de transmettre pendant cette mi-temps. On vous souhaite bonne continuation pour le développement de la discipline en région. Vous êtes les bienvenus à nouveau quand vous souhaitez pour venir nous en parler et même accompagnés par d'autres archers et archères qui nous fassent découvrir leur passion. Pour plus de renseignements, nous on a www.arc-occitanie.fr. C'est bon. C'est bon, c'est ça. Super. Ou www.ffta.fr. C'est ça. Et maintenant, place à la chronique Sport et Communication avec Laurent Garnier de LG Consultant. Et si on parlait de sport, la chronique. Et on se retrouve dans la chronique Sport et Communication avec Laurent Garnier. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Donc accessoirement, tu es quand même le producteur de cette émission Et si on parlait de sport, et tu as également surtout ta boîte de consulting LG Consultant. Le but de cette chronique, est-ce que tu peux informer un petit peu les auditeurs du pourquoi avoir choisi de créer cette émission Et si on parlait de sport, surtout en mode radio-podcast? Parce que d'abord, c'est un nouveau support numérique en pleine croissance. J'avais envie de créer une émission sur le sport et je me suis dit quel est le meilleur biais. On sait qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins. Par contre, on est plus à l'écoute. D'où l'intérêt d'aller vers des médias numériques, les réseaux sociaux et les podcasts. On sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus lu. Voilà, donc c'était un peu ce projet-là que j'avais envie de mettre en place. D'où l'idée de cette émission qui finalement a bien pris et est en train de se développer. Donc qui se développe aussi, tu as fait aussi le choix de faire pas uniquement sur les réseaux sociaux, tu as choisi également de le diffuser sur des plateformes autres justement de podcasts comme Deezer, Spotify. Oui, tout à fait. L'idée, c'était d'élargir l'audience. L'intérêt, c'est qu'on est local, mais qu'en même temps, on peut travailler maintenant. Si vous êtes au Canada ou n'importe où dans le monde, vous pouvez écouter cette émission. C'est la force de ce produit qu'on a lancé. Et c'est un petit clin d'œil que je fais maintenant pour proposer aux chefs d'entreprise, aux comités sportifs qui ont envie de communiquer, de faire une campagne de communication. Eh bien, ils ont la possibilité de s'appuyer sur ce support. Alors justement, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Quels sont pour toi les avantages et les bénéfices d'une émission radio en général? Déjà, l'idée, c'est d'augmenter la visibilité d'un partenaire. Grâce à cette émission, il va pouvoir se faire une audience plus large et puis en même temps une dynamique. Renforcer aussi la crédibilité de l'entreprise, développer son réseau, promouvoir les valeurs, parce que le sport, puisqu'on s'est basé là-dessus, c'est aussi une manière de développer les valeurs qu'un chef d'entreprise peut avoir pour sa propre entreprise et partager l'expertise et les connaissances entre les uns et les autres à travers cette chronique. Et c'est l'occasion, vous pouvez réutiliser bien évidemment tous ces types de produits de communication. Alors ça c'est super, donc du coup moi je veux devenir partenaire. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes pour devenir partenaire? Quelles sont tes formules et en quoi LG Consultant peut accompagner ces entreprises ou ces comités olympiques? Donc déjà, on a plusieurs formules de partenariat qui sont présentées. En gros, on va schématiser, mais il y a 3 grandes possibilités. Accompagner une émission, travailler sur ce qu'on appelle des chroniques de 5 minutes ou travailler sur des spots. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes traditionnelles qu'on peut mettre en place sur l'émission. Vous participez à l'émission d'une certaine manière. Donc bien évidemment, il y a une tendance sportive, mais c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher les chefs d'entreprise qui aujourd'hui investissent dans le sport. Pourquoi pas venir l'expliquer à l'antenne, venir nous parler de votre passion et profiter de ce média nouveau qu'on vous propose pour faire passer vos messages. C'est l'occasion pour vous de repartir avec un produit clé en main qui sera en même temps diffusé sur bien évidemment tous nos réseaux, puisqu'on travaille là-dessus. Et en même temps, vous pourrez le diffuser vous-même sur vos propres réseaux, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de vos propres circuits de communication. Donc du coup, si je récapitule ce que tu as dit, tu peux toi-même te déplacer et monter une émission de A à Z, c'est-à-dire voilà, là tu viens avec le matériel, le script, voilà, t'animes toute une émission. Tout à fait, c'est ce que par lâchement on vient de le faire actuellement avec l'Envol des Pionniers, qui est une belle émission de 2h30 qu'on vient de monter. On était présent avec l'équipe d'Ici on parlait sport sur place et on a fait ce travail-là, ça s'est super bien passé et l'ambiance était excellente et donc ce produit-là est maintenant en ligne et disponible. Après, on peut devenir du coup partenaire et intervenir dans les chroniques de 5 minutes entre demi-temps. Voilà, donc un partenaire, vous venez, vous exprimez, on vous interroge, ce produit-là est à vous appartient, bien évidemment on vous le diffuse et vous pouvez le faire de votre côté. Voilà, c'est un produit clé en main que vous faites en venant avec nous.
Et après, la dernière offre, c'est sur des spots traditionnels. publicitaires. C'est ça, des spots de 30 secondes qui passent à la mi-temps, en début d'émission ou en fin d'émission. L'idée, c'est qu'on reste aussi dans la logique sportive avec des spots qui touchent un peu le sport du bout des doigts. Merci beaucoup Laurent. Donc, si vous êtes intéressé pour justement soit animer des émissions radio, soit passer dans des chroniques, soit créer des spots publicitaires, donc contactez Laurent. Voilà, venez nous voir, c'est lg-consultant.fr. Venez nous rencontrer. Vous pouvez aller sur le site et directement vous aurez toutes mes coordonnées. Et ton 06 50 34 34 05. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Laurent et il se fera un plaisir de vous accompagner dans tous vos projets de visibilité. Donc vous l'aurez bien compris, des visibilités sur tous ces réseaux sociaux et canaux à forte valeur ajoutée et à forte audience. Merci beaucoup Laurent. Merci, ça permet aussi à cette belle émission de continuer d'exister. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler sport de glace avec notre invité Thierry Facerias, président de la Ligue Occitanie de sport de glace. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec notre invité Thierry Facerias, président de la Ligue Occitanie de sport de glace. Merci Thierry d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de sport de glace. Alors, vaste sujet que les sports de glace, parce qu'avant de rentrer dans les détails, j'aimerais revenir sur les perfs de notre jeune champion français de 22 ans, Adam Sao Imfa, lors du dernier Grand Prix de France de patinage artistique en novembre à Angers. Il a remporté l'épreuve devant le médaillé de bronze mondial américain Ilyal Malinin et le vice-champion olympique japonais Yuma Kajiyama. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petite information sur ce champion et aussi sur le jeune... un peu moins jeune, on va dire, Kevin Emos. Donc Kevin Emos a 26 ans et sur le circuit depuis un peu plus longtemps qu'Adam, mais il est en train de s'épanouir maintenant et il commence à avoir de très très bons résultats. Adam, quant à lui, on le connaît bien sur Toulouse. Le natif de Bordeaux est venu s'expatrier à Toulouse. C'était en 2012, quand la patinoire de Villeneuve-d'Ormont a fermé. Et il a été entraîné au club de Toulouse par Rodolphe Maréchal, qui vient de retrouver à Nice et avec qui il a ses très bons résultats. Donc, double vainqueur du Grand Prix de France avec 300 points, c'était son record personnel le 11 novembre. Et là, il a également remporté le Grand Prix de Chine contre Shomaino, le champion du monde en titre. Et là, il est qualifié pour une grande finale. Exactement. Les deux vont aller à la finale des Grands Prix qui se déroule à Pékin du 7 au 10 décembre prochain. On aura peut-être quelqu'un de chez nous qui pourrait être champion du monde. Je ne sais pas si c'est un titre de champion du monde qui se joue là. Non, c'est la finale des Grands Prix. On aura les championnats d'Europe de patinage qui se feront le 13 janvier et après les championnats du monde au mois de mars. Bon, tu nous en parles si ça se passe bien, tu reviens nous voir. Oui, j'espère bien. Ça marche. Merci pour ces commentaires et ton regard de spécialiste sur le patinage artistique. Pour revenir plus largement sur les sports de glace, mis à part le hockey sur glace qui, je le rappelle, est géré par sa propre fédération, il représente une dizaine de disciplines très différentes qui reposent toutes sur la glisse. Est-ce que tu peux nous les citer et faire une présentation en quelques mots de ces disciplines? Alors, on a le curling, qui on peut l'apparenter à la pétanque sur la glace. Donc, on n'a pas de licencié nous sur la Ligue Occitanie. On a ensuite le skeleton, la luge et le bobsleigh, où la seule piste se trouve à la Plagne. Donc, il n'y a qu'un club qui se situe en France et c'est là-bas. Ensuite, nous avons la danse sur glace et on connaît très bien nos jeunes retraités qui ont été
quintuple champion du monde et champion olympique. Nous avons le patinage artistique synchronisé avec un club sur Montpellier qui va organiser sa première compétition internationale au mois d'avril. Nous avons du patinage artistique en couple. On n'a pas de représentant au niveau de la ligue, mais on a des patineurs français qui commencent à avoir un très très bon niveau. Donc Pavel et Camille Kovalev qui est toulousaine. Et pour finir, le patinage artistique qui est vraiment la discipline reine avec 80% des licenciés qui sont issus du patinage artistique. Et du coup, ça fait beaucoup de disciplines. Toi, c'est quoi ta spécialité ? Alors moi, ma spécialité, c'est le hockey sur glace. Donc je suis un peu l'ovni au sein des sports de glace. Donc c'est sur la glace aussi, mais voilà. Donc sur le patinage artistique, j'aime bien parce qu'il y a des sauts qu'on ne retrouve pas sur la danse sur glace, où c'est vraiment que de la chorégraphie. Et là, il y a une prise de risque au niveau du patinage sur glace, et contrairement aux hockeyeurs, ils n'ont pas de protection quand ils tombent. Et comment est organisé le sport de glace en région Occitanie ? La Ligue Occitanie est censée retranscrire les directives de la fédération au niveau des clubs de la région. Donc on organise les compétitions. Chaque club de la Ligue va organiser une compétition cette année, et chaque année d'ailleurs. On met en place des stages, voilà. On chapeaute un peu les sports de glace et on accompagne les clubs dans des formations, etc. Et quels sont les objectifs de la Ligue pour le développement des différentes disciplines sport de glace en Occitanie ? Pour l'instant, l'objectif majeur, c'est de retrouver un petit peu le niveau que l'on avait avant le Covid. Parce que malheureusement, avec la fermeture des patinoires, on a perdu un certain nombre de patineurs. Et donc, on a des tout petits qui arrivent à progresser. Et là, on a fait un stage de Ligue de 3 jours avec un intervenant parisien pour essayer de monter un niveau et avec tous les patineurs nationaux de notre Ligue. Et vous avez des patinoires un petit peu partout, là ? Comment ça se passe sur la Ligue ? Alors, sur la Ligue, on n'a que 7 patinoires. Ah, d'accord. Donc, il y en a 8 clubs. 8 clubs, 7 patinoires, d'accord. Et elles sont occupées uniquement pour du patinage ou il y a du patinage artistique ou justement il y a du hockey ou des choses comme ça ? Comment vous partagez les patinoires ? On partage moi sur Blagnac, je suis sur le club de Blagnac, on partage équitablement nos heures de glace avec le hockey et ça se passe comme ça dans toutes les patinoires. Et il n'y a pas de short track, parce que toi tu as l'air d'être fanat sur le hockey. Le short track c'est aussi une discipline, on n'en a pas parlé mais ça va vite, ça devrait te plaire ça. Ouais, j'aime bien. Moi, je serais plus sur les sports extrêmes. Short track, donc je rappelle, c'est on tourne sur une piste, c'est le principe de la course à pied mais sur glace quoi. Oui, le short track c'est sur petite piste, sur une patinoire normale. Donc il y a un seul club, c'est le club de Font-Romeu qui a cette discipline. Donc, d'ailleurs, Font-Romeu, c'est le pôle France de short track. L'équipe de France s'entraîne à Font-Romeu. Donc, c'est vrai que ça demande une infrastructure assez particulière. Il faut installer des tapis pour protéger les patineurs. Donc, ça demande quand même pas mal de temps en plus de la glace. Et au-delà du short track, je crois qu'on n'a pas parlé non plus du freestyle. Voilà, j'allais y venir. Donc, ice cross et freestyle. Donc, c'est des jeunes disciplines des sports de glace. Donc, le freestyle, c'est du hip-hop sur glace avec des figures. C'est surtout des gars qui sont issus du roller, qui font de la rampe, qu'on retrouve sur la glace. Et le ice cross, tout le monde a vu le Red Bull Crash Ice à la télévision, où on a des parcours de 3 à 600 mètres avec des gros dénivelés, des sauts. Donc on est avec un équipement de hockey et on descend le plus vite possible en bas. Et pour toutes ces disciplines, est-ce qu'il y a des compétitions bientôt prévues dans la région ? Oui, il y a une compétition ce week-end à Font-Romeu, la toute première, c'est un tournoi fédéral de patinage artistique. Ensuite, à Toulouse, on aura le 9 et 10 décembre un tournoi national. Donc là, les patineurs viennent de toute la France. Donc ça va commencer à 7h30 le matin jusqu'à 22h le soir. Donc c'est bientôt, ça. C'est comment on peut y aller ? C'est quel endroit ? Faut donner l'info, n'hésite pas, on est là pour ça. C'est à la patinoire Alex Jani à Toulouse. Donc l'entrée est gratuite, vous pourrez observer tous les meilleurs patineurs de Ça démarre France. À quelle heure ? Le samedi 9, on commence à 7h30 jusqu'à 22h et le dimanche 7h30 jusqu'à 19h. Et là, vous motivez tous les gens qui au niveau des clubs aux alentours. Comment ça se passe l'organisation ? Alors là, pour cette compétition, c'est la commission nationale de patinage qui organise. Donc c'est tous les clubs qui s'inscrivent et donc en fait, ça permet de se qualifier pour la finale générale qui sera au mois de mars. C'est un système Grand Prix, c'est ça, non ? Exactement. D'accord. Et sur toutes ces disciplines, est-ce qu'il y a des champions ou des futurs champions qui pourraient éventuellement faire les prochains Jeux d'hiver ou... Non, sur notre région, non. Mais on a quand même on a eu 5 podiums aux championnats de France sur les petites catégories l'an dernier. Donc c'est de bon augure pour la suite des événements. Sur quelle discipline ? Le patinage artistique.
Après, sur la synchro, ils sont vice-champions de France. Ok. Donc, c'est pas mal. Et alors, au niveau des conseils qu'on peut donner à des parents pour leurs enfants, pour justement pratiquer le sport de glace, ça fait toujours un peu peur d'être sur la glace, parce qu'on tombe, on se fait mal. Et quel type de sport on peut leur proposer en tant que sport de glace? Sur les sports de glace, on va toujours commencer par le patinage artistique ou la danse sur glace. La grosse différence, c'est qu'en danse, il n'y a pas de saut. Donc les patineurs qui seraient un peu réticents à sauter et à prendre des risques, la danse est tout à fait indiquée. Et le patinage artistique, après, c'est vraiment la discipline mère. Après, aux parents, je leur dirais, amenez vos garçons, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Sur l'effectif, on a 2039 licenciés en Occitanie et on n'a que 6% de garçons. Pour une fois, la parité n'est pas respectée dans l'autre sens. Ouais, non, c'est ça. Mais on a 70% de moins de 18 ans, donc c'est quand même une discipline assez jeune. Et sur toutes ces disciplines-là de sport de glace, à quel âge on peut débuter? Dès 4 ans, et on a des débutants de 70 ans qui viennent aussi. Alors, c'est quoi les grands projets que tu as sur ta ligue pour développer? On comprend que le Covid a un peu vidé les patinoires. Ça, c'est un handicap pour tous ces sports un peu d'intérieur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remotiver un peu tout ça? Il y a les Jeux Olympiques qui arriveront quand même, donc c'est toujours un truc qui tire vers le haut. Quels sont tes projets, en fait? Alors les projets, on a déjà réalisé l'année dernière notre grand projet qu'on avait, c'était organiser un gala de ligue. Donc on était la première ligue en France à l'organiser. Donc tous les patineurs compétiteurs de tous les clubs de la ligue ont été conviés à venir à Blagnac l'année dernière et ont réalisé un ballet sur glace ou une prestation individuelle pour les champions. Et donc tous les clubs étaient représentés et on a vu aussi Léa Serna et Adam Siawimfa de l'équipe de France qui sont venus faire une démonstration. Et avec 2 autres patineurs professionnels. Donc ça a permis on a vu quand même presque 800 personnes avec juste 15 jours de com parce que c'était extrêmement compliqué de les avoir juste avant le championnat d'Europe. Il a fallu négocier. Donc ça leur a porté chance parce qu'il a fini champion d'Europe. Ah oui. Ça, ce projet, on espérait le réaliser cette année, réorganiser le gala, mais financièrement c'est compliqué. Et puis les dates de compétition internationale n'étaient pas à notre faveur par rapport à notre réservation de glace. Donc je pense qu'on remettra ça l'année prochaine pour faire quelque chose de plus cohérent. Et sachant que ce sont des sports de glace, est-ce que c'est vraiment toute l'année ou c'est principalement l'hiver, la saison ou... On est tributaire des ouvertures des patinoires par les mairies. Donc là, avec la crise énergétique, c'est un peu compliqué. Ils ont tendance à fermer beaucoup plus tôt. Donc d'ailleurs cet été on va se retrouver extrêmement dévêtus, on va dire, parce que toutes les patinoires qui restaient ouvertes l'été ferment. Donc là c'est extrêmement compliqué pour que nos patineurs puissent continuer à patiner pendant l'été. Et du coup hors saison vous vous entraînez comment? Course à pied, il y en a qui font un peu de roller, mais le roller c'est pas les mêmes appuis, donc les entraîneurs n'aiment pas trop. Ok. Ou on s'expatrie, on va à l'étranger, donc on part en Espagne. Ouais, tu dis on part en Espagne, mais au niveau de ton club, dans les patineurs et tout, tu as des jeunes déjà qui peuvent se permettre de partir comme ça. Comment ça se passe? Nous, pour prendre l'exemple du club, oui, on fait 3 semaines de stage. En général, on va à Montpellier. Mais cette année, comme la patinoire ferme cet été, et on n'a pas trouvé de point de chute, donc soit ça va être Viella en Espagne, s'ils arrivent à maintenir la glace, ou Jaca, ou voilà. Nombre de licenciés sur la ligue un petit peu, tu as une idée à nous donner, non? Oui, 2039. 2039, répartition garçon-fille, tu me disais donc. 6% d'hommes. D'accord. Voilà, donc c'est pas. Et au niveau France, à peu près, tu as une idée Exactement pareil. Même chose. Donc après, je n'ai pas le nombre exact de licenciés sur Non, mais c'est la proportion qui est la même. Ouais. Donc en fait, c'est plus un sport, on va dire, féminin. C'est dans la démarche. Non, sur la vitesse, non. Sur la vitesse, il y a plus de garçons. Plus de garçons sur la vitesse. Oui, mais c'est parce que c'est un peu plus physique, peut-être, non? Non, c'est. Parce on a rencontré récemment, on a eu ici autour de la table le roller, justement, une championne qui était là, une championne d'Europe, etc., et qui était une passionnée de ce qu'elle faisait. Elle était dans la course marathon. La jeune femme, pour elle, elle attaquait, elle était à fond. Donc je me dis, dans le ski, comment dire, le patinage de vitesse, ça doit être la même chose pour les femmes. Il n'y a pas de difficulté par le roller, c'est un peu la même chose quand même si les appuis sont différents. Oui, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence sur le patinage de vitesse. Après, c'est le physique qui fait. Après, on a un champion, on a un patineur qui a été vice-champion du monde de short track au champion du monde en septembre. J'ai oublié son nom parce que c'est pas ma discipline de prédilection. Mais je sais qu'on a eu un bon résultat. Oui, nous allons parler à l'AG de la Fédé ce week-end. Et pour avoir plus de renseignements ou pour trouver un club dans la région, on fait comment? Alors sur les réseaux sociaux, sur la ligue, vous avez toutes les informations. Sinon, il faut aller sur les patinoires. Mais les réseaux sociaux sont bien desservis par nos clubs. Alors nous, on a un site www.ligue-occitanie-sg.com. Exactement.
Merci Thierry pour ta présentation du sport de glace en région Occitanie. Bonne continuation pour le développement de ces disciplines. Tu es le bienvenu à nouveau pour venir nous en parler quand tu veux. C'est parfait. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Maintenant, place à la prolongation avec nos invités et notre spécialiste du quiz, Audrey Vidotto. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve à présent pour la prolongation et le quiz avec nos invités, Carole Ferriou, Vincent Denez, Thierry Facerias et notre spécialiste du quiz, Audrey Vidotto. Oui, alors est-ce que tout le monde connaît le principe du quiz, du master quiz? Alors, je vous explique au cas où. Le tir à l'arc va avoir des questions sur les sports de glace et les sports de glace va avoir des questions du coup sur le tir à l'arc. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK. Alors, je vous explique. C'est moi qui choisis les questions. J'espère qu'il nous en voudra pas, hein, parce que... Non, alors je pense que vous allez m'en vouloir à moi parce que honnêtement, c'était très costaud à préparer et j'ai effectivement des questions un peu compliquées. Mais pour les deux parties. Donc, pas de jaloux comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, Thierry, on va commencer avec toi par une question. Donc, tir à l'arc. Comment s'appelle la distance entre le fond de l'encoche de la flèche et l'emplacement du bouton berger? Et là, c'est rigolo parce que pour les auditeurs quand même, il y a Carole et Vincent qui font c'est chaud. C'est dur. Alors, il y a plusieurs réponses à chaque fois quand même. Donc, réponse 1, alignement. 2, la longe. Ou 3, la distance. La longe. Bien. Voilà, tu vois. Bonne réponse. Il nous met la pression. Hein. Ouais. Allez, vous êtes prêts? Question sport de glace. En patinage artistique, qu'est-ce qu'un axel? Un saut d'un tour au-dessus de la glace, un saut d'un tour et demi au-dessus de la glace ou un saut de 2 tours au-dessus de la glace? Ah bah je sais pas, ils disaient axel, double axel, triple axel, un tour. En plus, il a été sympa, Thierry, vous faisait des petits signes genre. Ouais, moi je l'ai pas regardé. Ouais, j'avais vu les petits signes. Ah, il a été... Faut que tu vois à droite, moi. Alors vas-y, je te laisse répondre. Alors quand on dit double axel, triple axel, ils en font combien? C'est un tour et demi à chaque fois. Ah ok. Donc double axel, ils font 3 tours. 3 tours, ok. C'est le seul saut départ marche avant. D'accord. Oula. Par contre, ça veut dire que même ça, triple axel, ça veut dire qu'il fait 4 tours et demi. On va compter parce que moi, j'ai pas l'impression des fois qu'il tourne 4 fois et demi. Non, c'est chaud. Respect. Deuxième question, Thierry. Comment s'appelle la main qui tient le grip? La main d'arc, le repose-arc ou la main de force? La main de force. C'était la main d'arc. Deuxième question, Carole et Vincent, vous êtes prêts? Comment s'appelle ce sport où l'on est couché sur le ventre sur une planche ressemblant à une luge? Le skeleton, le curling ou le bandy? Skeleton. C'est une bonne réponse. Bravo. Troisième question. Thierry, comment s'appelle l'ensemble des plumes d'une flèche? La volée de plumes, les poules ou l'empennage? Je peux pas t'aider. L'empennage. Ouais, c'est une bonne réponse. Hein. Franchement, joli. Hein. Troisième question. Carole, combien y a-t-il de places dans un bobsleigh en général? 1, 3 ou 4? Pensez à Rasta Rocket. Moi, c'est mon film culte. Je te laisse répondre, Vincent. Allez, 4 places. C'est une bonne réponse. Allez, là, comme vous êtes joueur, on enchaîne avec la 4e question. Comment se nomme l'accessoire permettant de maintenir l'arc à la main d'arc? Elle a dit normalement. La dragonne, le dragon ou la ficelle? La dragonne. C'est une bonne réponse. 4e question, vous êtes prêts? Que fait un patineur qui glisse sur ses 2 pieds, les orteils tournés vers l'extérieur et les talons se font face? Il fait une arabesque, il fait la fente Ina Bauer ou il fait l'aigle? Le chasse-neige. C'était pas dedans. La fente Ina Bauer. Eh ben non, c'était plus simple, il fait l'aigle. J'avais pas vu. En plus, Cyril essayait de faire des trucs. Il essaie de nous aider, mais nous, on est... Bon, ben, alors, Maître Mouilla, 3-2, donc c'est Thierry, sport de glace, a remporté le quiz. Mais il y a toujours la question bonus avec la question rapidité. Donc, c'est le buzzer que vous aviez. C'était ça. Donc, buzzer au milieu, donc à équidistance des 2 mains, sans se faire mal. Ok, on peut mettre si vous voulez pour vérifier. Et là, c'est une question rapidité JO. Je lance la question et c'est vous qui donnez une réponse. Il n'y a pas de choix possible. C'est ok? Attention, c'est facile. Comment appelle-t-on le personnage imaginaire qui représente les JO?
La mascotte. Oui. Eh ben voilà, vous avez gagné tous le droit de revenir et de rejouer quand vous voulez. En tout cas, et merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de vous être régalés. Avec plaisir. C'est la fin du match de cette 25e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Fin du match et de cette 25e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec Pauline. Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre jusqu'au 3 décembre la Coupe du Monde de biathlon à Östersund en Suède. Jusqu'au 3 décembre, il y a également la Coupe du Monde homme de ski alpin à Beaver Creek aux États-Unis. Du 30 novembre au 17 décembre a lieu le mondial féminin de handball au Danemark, en Norvège et en Suède. Du 1er au 3 décembre, il est possible de suivre la Coupe du Monde de patinage de vitesse à Stavanger en Norvège, ainsi que la Coupe du Monde de saut à ski à Lillehammer, toujours en Norvège. Ensuite, du 2 au 3 décembre, il y a du judo avec le Grand Slam à Tokyo, au Japon. Le 3, vous pouvez suivre du cyclocross avec la Coupe du Monde homme élite à Flamanville, en France. Passons au rugby avec le top 14. Samedi 2 décembre, Montpellier se déplace à Bayonne. Castres reçoit le Loup et Perpignan jouera à La Rochelle. Et dimanche, le Stade français reçoit le Stade toulousain. Enfin, dimanche 3 décembre, il y a du foot avec la 14e journée de Ligue 1. Toulouse reçoit Lorient et Montpellier se déplace à Monaco. Et enfin, pour conclure cet agenda sportif, à noter que le samedi 2 décembre, à Villemur-sur-Tarn, le championnat départemental et régional d'aviron indoor. Au programme de la semaine prochaine, grande première pour l'émission avec un reportage sur le terrain à l'occasion du championnat départemental et régional d'aviron indoor à Villemur-sur-Tarn. Et oui, on ne se mouille pas. Nous serons en salle avec des ergomètres connectés à un plan d'eau virtuel sur écran. Des bateaux représentant les concurrents sur des champs de course virtuels. Nous vous en dirons plus la semaine prochaine après avoir testé. En deuxième mi-temps, c'est sous l'eau que cela se passe avec la plongée sous-marine et une compétition nationale originale, Oxygène, qui s'est déroulée à Toulouse. Nous sommes allés sur place à la rencontre de ces passionnés qui mouillent le maillot de bain, tirent à l'arbalète sous l'eau, jouent au hockey subaquatique et bien d'autres disciplines incroyables à découvrir dans notre prochaine émission. Merci à Carole Ferriou, Vincent Denez, Thierry Fassorias. C'est la 25e émission de Si on parlait de sport et un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Conduite à l'animation radio et au montage de son. Marin Depentis au montage de visio pour les plateformes podcast. Et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Simperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Audrey Vidotto, ma co-animatrice bout en train de l'émission et spécialiste du quiz, à Christian Laotiane qui nous rejoint pour toute la partie développement et marketing. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.